Alors, une première partie de cette table ronde consacrée à la conception et à la réalisation, c'est-à-dire au chantier, et une seconde partie consacrée à l'exploitation et à la maintenance. Et nous parlerons dans cette deuxième table ronde également de formation professionnelle à travers la formation continue et la formation initiale. Alors, pour la première partie du débat, j'appelle Gilles Charbonnel, directeur d'Altaïs Ingénierie. Donc Gilles Charbonnel, président d'ADN Construction, mais aussi directeur d'Altaïs Ingénierie. Claude Valentin, architecte chez AA Architecture. Clémence Guinin, manager de projet BIM chez Bouygues Bâtiment Nord-Est. Et Pierre Tonin, directeur des programmes montage et développement. Montage et développement public chez Vinci Construction France. Alors, je sais que Claude Valentin est venu avec Robin Lalo, qui est également architecte, et pour une question de place à la tribune, je vais vous demander simplement d'intervenir lorsque vous le souhaiterez en demandant la parole. Ça sera une petite contrainte, mais on va faire comme ça. Et puis Pierre Tonin, vous êtes venu avec Pierre Fabre, qui est BIM manager, responsable du BIM chez Vinci Construction Grand Est également, qui est dans la salle et qui pourra intervenir si vous le jugez opportun, et en tous les cas au moment des témoignages et des questions. Alors dans cette première partie de table ronde, on va regarder un petit peu quels sont les atouts du BIM. Alors à travers les présentations et les retours d'expérience qu'on a eus tout à l'heure, on a bien vu qu'ils sont effectivement assez nombreux, mais on va quand même s'interroger sur cette question de savoir, parce que les maîtres d'ouvrage, on comprend que les maîtres d'ouvrage ne sont pas toujours au rendez-vous, à la commande du BIM, hein. Ils ne demandent pas toujours aujourd'hui de faire des opérations en processus BIM, et donc on peut se demander si tout le monde a bien conscience des atouts du BIM. Quels sont-ils? Et en même temps, la question miroir de ces atouts du BIM, c'est celle des freins et des raisons pour lesquelles ce BIM n'est pas demandé aussi par la maîtrise d'ouvrage. Quels sont les atouts pour la maîtrise d'ouvrage, pour la maîtrise d'œuvre, pour les entreprises? On pourrait poser aussi la question d'industriel, mais on n'a pas d'industriel à la tribune. Donc je commence par Claude Valentin. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question des atouts du BIM. On pose la question à l'architecte pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous paraît être une priorité pour le BIM? Bien, je dirais que le BIM, pour tout un chacun dans le milieu professionnel, c'est d'abord une grande question. On est là pour d'ailleurs la démystifier, c'est dans le titre de votre colloque. Et donc on est face à plutôt un espoir, quoi. La grande qualité du BIM, c'est de promettre un certain nombre d'avantages qu'on a du mal tous de bien cerner. Les témoignages sont précieux pour cela, c'est d'évaluer, de donner une mesure à ces nouvelles pratiques. Et donc je dirais qu'on est face à une mutation qui est très prometteuse et sur lequel tout bon, on va dire, chef d'entreprise, toute équipe va souhaiter s'engager. Et donc il y a ceux qui sont plus téméraires que d'autres ou plus inconscients et qui vont, disons, initier des changements avec plus ou moins de vitesse, plus ou moins de prudence, plus ou moins de moyens. Mais je dirais que je mettrais en face une difficulté d'entrepreneur, parce que je considère aussi, en tant que maître d'œuvre, aussi entrepreneur. On a les mêmes logiques comptables, on a les mêmes logiques de management. C'est celle de considérer les efforts qui ont été faits ces dernières années en termes d'optimisation du travail. Je pense par exemple à la comptabilité analytique que tout entrepreneur a aujourd'hui, y compris dans les agences d'architecture, eh bien, nous pousse à comprendre que on a épuisé tous ces interstices d'amélioration, tous ces protocoles nouveaux qui permettent de faciliter le travail en interne et la collaboration interne, la collaboration avec nos partenaires. On a des conventions de groupement qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui permettent de définir le qui fait quoi. Enfin, je pense que tout le monde se reconnaît dans les efforts pour se positionner dans une économie qui est contrainte, qui est pressurisée. On a des objectifs de temps, des objectifs performantiels qui se sont démultipliés avec le développement durable. Bref, les enjeux pèsent dans les acteurs de la maîtrise d'œuvre, bureaux d'études et
cabinet d'archi. Et donc, face à ces objectifs qui nous ont, disons, boostés, en tout cas motivés, on est un peu démunis par rapport à des pistes d'amélioration. Le BIM, c'est sans doute un champ d'amélioration énorme. Votre agence d'architecture s'est mise au BIM récemment? Alors, on y est impliqué depuis un moment. On va dire qu'on s'est intéressé aux outils numériques et aux outils interactifs par le biais de, complètement indirectement, par un projet de recherche qui s'appelait ShopLab. Et ça concernait en fait un travail sur 3 ans avec une équipe pluridisciplinaire, des gens de l'informatique, les gens de la psychologie, pour réfléchir comment on pouvait améliorer les conditions de travail des petits commerces. On avait des problématiques de développement de centre-ville qui ciblaient le devenir des commerces de proximité. Et là-dessus, l'Europe avait abondé pour promouvoir des projets d'études pour voir comment les nouvelles technologies pouvaient améliorer les modalités de l'échange commercial à cette échelle. Et donc on a été baigné dans la question du numérique très tôt. Et quand la question du BIM est arrivée, on a été sensible, mais en même temps plus malléable par rapport à cette nouveauté. Et on va dire qu'on s'est engagé il y a 2 ans, donc c'est plus récent que mes confrères qui ont présenté leur travail tout à l'heure. Et là, on en est à un niveau 2, on va dire, dans l'échelon de progression. On a, disons, vécu 2 salves de formation profonde de toute l'équipe et un changement de matériel complet depuis 1 an, on va dire. Le coût de ce changement, vous l'avez évalué? On est sur les mêmes facteurs financiers. On est sur l'ordre de 10 000 euros par personne, par employé, quoi. Voilà. Vous avez adopté le BIM. Aujourd'hui, les opérations que vous réalisez, vous utilisez la maquette numérique, le logiciel de maquette numérique pour faire vos projets, mais est-ce que pour autant, vous faites du BIM collaboratif avec d'autres acteurs? Alors voilà, on est dans une phase, une phase progressive. On discutait avec Camille Bouchon tout à l'heure, on s'est dit, tiens, on va pouvoir collaborer enfin d'une autre manière, ce que l'on fait depuis longtemps, puisque c'est un partenaire précieux pour nous. Et forcément, là, son expérience, la nôtre, va permettre de faire évoluer notre partenariat. Je dirais qu'on en est là, quoi. On est dans la réflexion externe donc c'est en devenir. Pour faire vivre. Oui, c'est en devenir. Mais voilà. Pour autant, est-ce que vos maîtres d'ouvrage, quand vous leur parlez de BIM, si vous leur en parlez, est-ce qu'ils ont une oreille attentive? Est-ce qu'ils sont prêts à vous suivre? Comment ça se passe? Alors, ils ont une oreille attentive, ça c'est indéniable. Il y a en l'occurrence une donnée très forte chez eux qu'on a repérée, c'est qu'ils sont pour beaucoup à la recherche d'économies substantielles sur leur parc immobilier. Donc ils ont un patrimoine et des opérations à mener sur ces sites. Et donc ils savent que le BIM, cette data organisée, constitue une source d'information prometteuse, puisqu'elle va permettre de centraliser ce qui aujourd'hui est dispersé dans des boîtes d'archives et des catalogues de modes d'emploi et des formations qui sont pas gérables, pas utilisables. Donc il y a une mémoire, disons, du bâti qui normalement pourrait permettre à ces gestionnaires d'effectuer des choix stratégiques et développer des méthodologies de travail sur ces patrimoines qui n'existent pas aujourd'hui. Oreille attentive, néanmoins, est-ce que pour autant ils se préparent, ces maîtres d'ouvrage? Est-ce qu'ils vous disent se préparer en se formant? Beaucoup ont déjà fait des essais peu concluants parce qu'ils ont en interne des équipes qui ne sont pas du tout prêtes à faire l'effort. Il y a peut-être plusieurs cadres qui peuvent, ou des individus, on va dire au sens large, qui peuvent être très moteurs, très passionnés, mais globalement, on va dire que ce changement, il doit être global et il nécessite un accompagnement des équipes pour que les plus frileux, ou en tout cas les profils de personnes qui ont, disons, une appréhension au changement, puissent être soutenus, accompagnés, aidés
de façon à ce qu'il y ait une montée en compétences qui se fasse progressivement et que ce soit, disons, partagé jusqu'au cœur voilà, des systèmes. Et donc aujourd'hui, les projets que vous élaborez, ils utilisent la maquette numérique BIM. Et lorsque vous en parlez avec les entreprises avec qui vous travaillez, quel écho vous recevez Très positif, très positif. Robin me faisait état d'un menuisier à qui on avait envoyé un petit élément de maquette 3D et qui, pour la première fois, découvrait ces ouvrages à réaliser en animation. Donc on lui a fourni les moyens d'utiliser une autre vision de sa prestation. Et ça, pour lui, c'est stimulant, c'est juste valorisant, et c'est une autre manière de voir son propre métier. Clémence Guinin, vous êtes manager de projet BIM, donc BIM manager chez Bouygues Bâtiment Nord-Est. Donc là, on n'est pas dans l'artisanat. Bouygues certainement utilise aujourd'hui couramment la maquette, le BIM pour ses projets, ou est-ce que c'est réservé à une catégorie de projets, notamment en conception-réalisation, en projets globaux, en contrats globaux? Pour l'historique, en fait, le BIM a été beaucoup plus déployé au départ chez Bouygues Bâtiment Nord-Est pour l'habitat, parce qu'on a défini un processus très structuré et spécifique à l'habitat. Et maintenant, on est à un niveau de maturité où même sur les ouvrages fonctionnels, donc je sais pas, hôpitaux, voilà, tous les équipements, maintenant, on a aussi le BIM qui est déployé là-dessus. Donc là, avec un déploiement plus récent depuis 2-3 ans. Mais est-ce que c'est lié à un type de contrat, les contrats globaux, dans lesquels vous êtes non seulement l'entreprise générale, mais vous faites éventuellement l'exploitation-maintenance, ou est-ce que c'est tous les projets que vous élaborez maintenant en recourant au BIM, que le maître d'ouvrage ou non le veuille? Maintenant, c'est sur tous les projets où c'est mis en place. Après, c'est vrai que ça ne va pas être la même chose si le maître d'ouvrage demande ou pas, si on est en conception-réalisation, si on est en entreprise générale. La stratégie BIM, elle s'adapte à chaque fois en fonction du mode de projet. Hein. Et les maîtres d'ouvrage demandent de BIM aujourd'hui? Pour l'instant, très peu. Ça reste assez marginal, les demandes de maquettes numériques, en fait, sur les projets. Alors, la même question qu'à Claude Valentin, quand vous leur en parlez du BIM, ils réagissent comment? Ils sont très intéressés, ils trouvent ça très bien. Sauf qu'après, ça nécessite un travail de leur côté pour qu'ils puissent nous dire en fait ce qu'ils attendent vraiment de cette maquette numérique à la fin. Oui. Et ce travail, il prend du temps. Il nécessite de réfléchir à toute l'organisation du maître d'ouvrage. Et souvent, c'est pas compatible avec le délai du chantier. Enfin, on arrive à la fin du chantier et nous, on ne sait pas ce qu'il y avait à livrer. C'est même déjà trop tard pour nous puisque la maquette numérique, on l'a fait comme il nous semblait justicieux de le faire et pas forcément comme le maître d'ouvrage en a besoin. Donc là, il y a un décalage en fait entre l'investissement qu'il y a à faire du côté du maître d'ouvrage pour qu'il puisse nous dire en fait ce qu'il attend de cette maquette et puis les délais en fait d'exécution, de réalisation. Donc vous nous faites la même réponse que Claude Valentin, vous lui dites qu'ils ont une oreille attentive, mais en fait ils ne sont pas prêts. Et ça s'explique aussi que en fait, c'est difficile pour un maître d'ouvrage de voir l'intérêt à plus long terme parce que là on est sur un seul projet. Et sur un seul projet, il y a des intérêts, certes, mais ils sont minimes. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est le jour où l'ensemble de leur patrimoine est en maquette numérique. Là, ils vont pouvoir vraiment en faire quelque chose et se rendre compte du réel intérêt du BIM, en fin de compte. Mais finalement, ils ne sont quand même pas prêts, ils n'ont pas investi. Est-ce qu'on peut faire une distinction dans la maîtrise d'ouvrage? Les maîtres d'ouvrage publics seraient plus en avance, moins en avance? Les maîtres d'ouvrage privés qui, en général, se débarrassent, entre guillemets, de leurs opérations à la livraison de l'ouvrage, ne sont pas intéressés parce qu'ils ne vont pas avoir à gérer ultérieurement l'ouvrage pendant 50 ans, comme peuvent le faire, par exemple, les bailleurs sociaux? Est-ce qu'on peut faire une oui, je pense ségrégation? Effectivement, il y a un peu plus d'intérêt pour les personnes qui ont en charge du patrimoine. Ça peut être une région, un département, un bailleur social. Cependant, j'ai quand même l'impression qu'il y a une oreille attentive chez tous les maîtres d'ouvrage. Donc même si derrière, il y a une vente du bâtiment qui est faite, il y a quand même un intérêt, une écoute attentive sur ce qui est fait en BIM. Alors aujourd'hui, vous êtes BIM manager, vous m'avez dit, pour 2 opérations, c'est ça? Oui, 2 opérations en chantier, oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, du coup, par exemple, une opération qui est la maternité de Thionville, où le maître d'ouvrage est très intéressé par la démarche. Il a même fait la formation sur les logiciels. Mais pour l'instant, en fait, sa maintenance actuellement n'est pas forcément structurée de manière numérique. Donc, en fait, ce serait le grand écart et il n'est pas forcément prêt, en fait. Il n'a pas forcément non plus le temps ni les ressources pour se poser et réfléchir comment il pourrait faire demain sa maintenance avec une maquette numérique. C'est un maître d'ouvrage public, hein. Oui, maître d'ouvrage public. Donc là, il vous a demandé de faire du BIM, de faire l'opération. Non, il nous a pas du tout demandé. Il vous l'a pas demandé. Non, il l'a pas demandé. D'accord, c'est une opération sur laquelle vous êtes BIM manager, mais à l'initiative de Bouygues. Oui, la majorité de nos opérations, c'est le cas. En fait, on a déployé le BIM sur nos chantiers pour notre usage déjà personnel. Après, on présente quand même au maître d'ouvrage parce qu'une maquette existe et tant qu'à faire, si elle peut être utilisable, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Surtout que c'est toujours un peu frustrant à la fin d'abandonner cette maquette alors qu'elle contient beaucoup de données et, qui ont été utiles au chantier et qui sont... on exécute les prestations à partir de la maquette, donc elle contient l'avatar numérique du bâtiment. Donc c'est toujours un peu frustrant de laisser à la fin cette maquette mourir sur un serveur. Pierre Tonin, vous êtes directeur des programmes montage et développement public chez Vinci Construction France. Vos maîtres d'ouvrage qui viennent vous voir vous disent on veut faire une opération en BIM, ou c'est la même chose, vous, de votre propre initiative? Non, c'est effectivement exactement la même chose. De notre propre initiative, il y a, je vais dire, la quasi-globalité depuis 2-3 ans des opérations que l'on gère, qu'elles soient en entreprise générale ou en contrats globaux, on utilise une méthodologie BIM. Donc on a un service BIM maintenant, donc il y a effectivement Pierre Fabre qui est en salle, qui est BIM manager, qui gère une équipe de 3-4 personnes. Donc, et tous les projets sont réalisés en maquette BIM. Après, il y a effectivement aujourd'hui, surtout dans les contrats globaux, quelques maîtres d'ouvrage qui font une démarche dès le concours pour la livraison d'une maquette BIM. Et après, cette maquette BIM vit pendant la globalité du chantier et fait une partie intégrante du futur DOE. Mais c'est extrêmement rare. Vous m'avez parlé d'un complexe aqualudique que vous effectivement, réalisez aujourd'hui. À Reims, pour le Grand Reims, effectivement, mais c'est un contrat global, donc c'est une DSP, c'est-à-dire on va être dans le circuit pendant 25 ans, donc on a un groupement avec... DSP, donc délégation de service public. C'est une concession. Tout à fait, pendant 25 ans. Donc effectivement, dans le cadre de notre groupement, on a en face de nous, au-delà du groupement de conception-réalisation, on a en face de nous un entretien mainteneur et un exploitant. Donc la maquette BIM permet une visualisation très fine de toutes les parties du projet, et ça permet à un futur mainteneur de dire, pour aller vérifier une vanne en faux plafond, je peux passer par la trappe, je peux passer par là. Le mainteneur, dans le cadre de son GER, peut dire le jour où j'ai besoin de remplacer cette CTA, par où je vais passer. Est-ce que j'ai... l'exploitant peut voir in visu de la façon, s'il faut qu'il pose son contrôle d'accès à tel endroit ou à tel endroit. Il y a une visualisation parfaite et beaucoup plus fine. Même un néophyte, entre guillemets, je parle de l'exploitant futur, peut rentrer dans la maquette BIM et visualiser les choses de façon beaucoup plus fine. Donc tout l'intérêt pour vous dans cette opération, dans laquelle vous êtes l'entreprise, mais aussi le maître d'ouvrage, tout à fait, puisque c'est une concession, pour vous, c'est lorsque l'heure de l'exploitation maintenance va arriver, d'avoir un mainteneur qui va pouvoir récupérer la maquette numérique et entretenir pendant la durée de la concession. Et la faire vivre pendant toute la durée de la concession. C'est une première pour Vinci Construction France? Grand Est, oui. Grand Est? Oui. Ça se présente comment? Allez, dites-nous un peu le détail de ça. C'est très lourd et très compliqué. Parce qu'on est dans un terrain restreint, dans un programme très restreint. Donc effectivement, un complexe piscine patinoire avec la récupération de l'énergie et autres, au niveau maintenance, passage de fluide, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la maquette numérique, apporte un plus. Ça que le BIM apporte véritablement un plus. Si vous voulez, il y a des grosses réunions de synthèse, parce que c'est surtout en ce moment, même si le chantier a démarré, il n'y a que le gros œuvre qui est sur site actuellement, mais il y a d'énormes réunions de synthèse avec tous les BE fluides, les entreprises fluides, pour voir et valider
l'ensemble des prestations et des circulations et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette opération, elle en est à quel stade? On est en chantier depuis 6 mois et on s'organise pour être en service à l'été 2020. Et ça veut dire aussi que depuis le premier jour du chantier, depuis la première réunion de chantier, le futur exploitant ou mainteneur assiste aux réunions de chantier? Pas toutes les réunions, il y a des réunions qu'on appelle d'interface entre donc, le groupement de conception-réalisation, l'exploitant et le mainteneur. Donc il y a des réunions bien spécifiques. Et est-ce que Mais de toute façon, on a mis en place une GED et chacun peut aller voir à la fois des plans DWG ou PDF, mais on fait une synthèse de la maquette BIM mise à jour tous les mois qu'on place sur cette GED et chaque personne peut aller la consulter. Et on a fait des formations également aux différents intervenants pour qu'ils puissent savoir comment la visualiser. Bon, avec des principes d'accès et de contrôle d'accès, mais pouvoir la visualiser. On a même fait cette formation-là avec du Grand Reims et de la ville de Reims qui voulaient cette maquette, mais ne savaient pas, entre guillemets, malheureusement, l'utiliser. Clémence Guinin, l'intérêt pour l'entreprise sur le chantier de la maquette numérique, du BIM, pardon, qu'est-ce que c'est précisément? J'imagine que si Bouygues s'est mis là-dedans, c'est pas seulement parce que c'est un effet de mode. Il y a concrètement sur le chantier des avantages, des gains. Quels sont-ils? Concrètement, sur le chantier, c'est qu'on centralise l'information sur un seul endroit et que ça nous permet en fait très simplement, à partir d'une seule base, de sortir un plan pour le plaquiste, un plan pour le bureau de contrôle, de la même base en fait. Donc on a une cohérence de l'information et une anticipation des sujets qui font que concrètement, on se rend compte, nous, qu'on a beaucoup moins de reprises à faire, par exemple sur le gros œuvre, donc une amélioration de la qualité. Donc ça fiabilise en fait notre travail. Beaucoup moins de reprises parce que la synthèse, c'est ça? Et de La meilleure synthèse, qualité en amont? La planification des travaux, sur voilà, l'anticipation de tous les sujets qu'on peut voir en amont nous permet justement d'arriver sur le chantier en sachant ce qu'on va exécuter, la manière dont on va l'exécuter. Donc, et ça améliore nettement la qualité de nos ouvrages. Donc il y a un gain de temps, en même temps qu'il y a une synthèse plus poussée peut-être que par le passé. Est-ce qu'il y a un gain de coût pour l'entrepreneur? Est-ce que les métrés sont plus efficaces que lorsqu'on les faisait sur je dirais, un logiciel 3D classique? Probablement. Après, ça veut dire qu'il faut avoir une maquette pour les métrer bien en amont qui soit suffisamment précise. Donc ça, pour l'instant, on est des fois dans des systèmes un peu mixtes, puisque on fait des métrés, par exemple, en phase pro, mais en phase pro, on n'a pas encore tous les détails dans cette maquette. Donc là, pour l'instant, sur les métrés, on a un entre-deux. Mais oui, par exemple, les métrés sur le chantier pour nos commandes sont nettement... bien sûr, ça va plus vite avec la maquette. C'est plus efficace. Donc là, c'est du temps qu'on dégage aux conducteurs de travaux pour faire d'autres choses. Et d'être peut-être un peu plus présent sur le chantier. Ou... Pierre Tonin, chez Vinci, cette économie de temps, de coût, elle est chiffrée ou elle est pour l'instant intuitive? On va dire qu'il y a une recherche d'optimisation, mais à savoir si on arrive à la chiffrer. Comme je dirais, on développe le BIM dès le départ, donc on ne peut pas faire une différence entre ce que ça aurait coûté si on n'aurait pas chiffré avec ou sans. Mais effectivement, on essaye d'optimiser au maximum. Après, pour l'avoir vécu sur certains sujets, au niveau du métré du BIM, ça peut être dangereux sur certains aspects. C'est effectivement en fonction de ce qu'on rentre dans la maquette qu'on aura une sortie précise. Gilles Charbonnel, donc vous dirigez un bureau d'études. Aujourd'hui, comment vous travaillez avec les architectes, avec les entreprises en BIM ou pas encore? Enfin, où en êtes-vous? On en est, oui, on travaille en BIM avec certains architectes, avec certaines entreprises. Je voulais juste faire la différence peut-être avec et certains maîtres d'ouvrage. On voit bien la différence, par contre, vous parliez tout à l'heure de maître d'ouvrage privé, maître d'ouvrage public. Effectivement, où
où je citais tout à l'heure l'USH et la FPI, ces maîtres d'ouvrage, ces différents maîtres d'ouvrage n'ont pas les mêmes attentes. Un bailleur social aura des attentes plus sur la partie DOE, va intervenir aussi plus sur le suivi dans les phases APS, APD, Pro. Ça améliore son suivi de l'opération parce que la maquette rend plus compréhensible les différentes phases et les différentes interconnexions. Et puis pour un bailleur, pour un promoteur privé, là, on a moins cette relation chantier, on a moins cette attente de finalité des OE, parce que là, mais par contre, on a une attente complètement différente, qui est une attente, alors plus architecturale du coup, mais quand même qui découle de plus en plus sur la gaine technique qui sera bien disposée, sa chaufferie qui sera optimisée, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. Donc, mais cette maquette-là lui sert, lui et le cabinet d'archives, je pense, peut me contredire, à commercialiser plus facilement. C'est-à-dire que lui s'arrête bien avant la maintenance. Par contre, il aura, on l'a vu d'ailleurs dans un exemple tout à l'heure où, je ne sais plus qui disait, le maître d'ouvrage s'est approprié la maquette pour commercialiser. On a des outils maintenant qui permettent aussi de venir meubler voilà, donc ça c'est un avantage. Nous, en tant que bureau d'études, ce qu'on retire de la maquette aussi, c'est d'une part d'essayer de trouver de l'interopérabilité. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc ça c'est important parce qu'on a un gain de temps notable quand on a rédigé des clauses d'échange entre équipes d'architectes et bureaux d'études, ça c'est clair. En interne aussi, parce que nous on est tout corps d'État, donc entre les gens de la structure, des fluides et de l'économie, il faut qu'on mette quelques règles en place pour que chacun puisse se retrouver. Et puis c'est surtout le côté itératif qui est important dans toutes les phases conception, calcul, où là on facilite quand même la donne un peu. Quand on a à recalculer, à changer une portée de poutres, modifier des poteaux dans un parking un petit peu complexe, et ben, d'une fois que la maquette est montée, on a un peu plus de facilité à relancer le calcul derrière. Pareil en fluide. Je parlais tout à l'heure avec ma casquette ADN d'intelligence artificielle et déplacement de compétences au sein des bureaux d'études. On y est. C'est pareil dans la partie graphique. Cette partie graphique, elle est quand même très facilitée si on arrive à récupérer assez facilement la maquette de l'architecte. Ben, on a un gain de temps qui n'est pas négligeable. Alors effectivement, on est dans des phases où on découvre, où on est obligé de passer un peu de temps à rédiger, d'échanger entre architectes, entre bureaux d'études, d'autres corps d'État si c'est le cas. Des fois, dans des opérations, on peut être que structure ou que fluide. Donc on n'arrive pas à mesurer, comme le disait monsieur tout à l'heure, on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui très clairement les gains. Mais on voit bien que nos métiers, par contre, ça j'insiste là-dessus, je l'avais dit en préambule, mais que nos métiers évoluent. Nous, aujourd'hui, on voit des projeteurs, mais je crois qu'on l'a dit aussi dans l'après-midi, on voit des projeteurs. Oui, il y a quelqu'un qui a dit il y a 4 projeteurs, dont 2 sont très geeks et les autres un peu moins. Eh ben, on a exactement cette sédimentation qui se crée au sein du bureau, c'est-à-dire qu'on a ceux qui ont pris la démarche en plus de la formation outil, et puis il y a ceux qui traînent avec la formation outil, puis qui sont encore pas trop dans la démarche. Voilà, on en est là aujourd'hui. Je comprends que c'est un formidable outil d'optimisation. C'est un formidable outil, et ce qui est important aussi, alors on a deux majors à côté de moi à la table ronde, donc avec des gens structurés qui ont des équipes de BIM managers internes. Donc la relation est différente avec les bureaux d'études. Par contre, je pense que l'ingénierie a un vrai rôle d'accompagnement dans des équipes
où l'entreprise est un peu moins bien structurée. Je pense aux petites PME, à l'artisan. Vous parliez tout à l'heure d'artisan, vous faisiez un repère avec l'artisan. Là, je pense que l'ingénierie a un vrai rôle d'accompagnement. Monsieur le disait avec le menuisier qui découvrait, eh ben, on découvre aussi un petit peu ça avec nos entreprises de taille moyenne, en gros œuvre par exemple, avec une facilité d'appréhension, facilité de réponse. Quand on visualise maintenant, on est tous habitués à voir tout en 3D, en images améliorées. Donc, répondre à un appel d'offres sur un projet, sur une maquette où vous pouvez vous promener, où vous pouvez regarder un petit peu comment c'est fait, et ben c'est beaucoup plus facile que de répondre sur un plan 3D. Et donc, on peut espérer, alors là aussi c'est difficile à mesurer, mais on peut espérer que quand l'entreprise de gros œuvres, de menuiserie chiffre, et qu'elle a une bonne compréhension du projet, elle n'a pas, vous savez, le truc où là je ne sais pas trop comment c'est fait, je vais mettre quelques heures de plus parce qu'on va galérer. Non, mais c'est un peu là qu'on retrouvera les gains, et sur la qualité, comme l'a dit madame aussi tout à l'heure. On voit bien que les synthèses sont facilitées, les synthèses entre lots, les inters entre seconde œuvre, grosse œuvre, fluide. On voit bien que c'est plus facile de visualiser tout ça. Donc on a une meilleure compréhension du projet. Mais pour revenir au maître d'ouvrage, je crois qu'il a un véritable rôle, et c'est ce à quoi va s'attacher ADN, un véritable rôle moteur. C'est lui qui engage quand même le projet et qui va aussi inciter. Mais je pense qu'on a tous un rôle. Je parlais de la plateforme tout à l'heure, Croquis. On s'aperçoit, nous, quand on propose Croquis dans des équipes, soit au maître d'ouvrage, soit à certains architectes, soit à certaines entreprises, ah bah oui, on savait pas échanger. Ben on peut déjà échanger autour d'une même plateforme, et ça c'est déjà une avancée dans le numérique. Voilà. Donc je comprends que pour le bureau d'études, c'est un outil d'optimisation. C'est un outil pour multiplier les simulations, pour regarder si telle ou telle solution est plus efficace qu'une autre. Et j'imagine que pour les entreprises qui sont à côté de vous, c'est aussi un outil pour varianter. Les entreprises sont séduites par les variantes techniques. Elles aiment optimiser aussi leur process de travaux sur les chantiers en proposant aux maîtres d'ouvrage des variantes. Est-ce que là, il y a un sujet préoccupant entre maîtrise d'œuvre et entreprise ? Préoccupant, moi, une variante ne me préoccupe pas. Je trouve que c'est même... on parlait des SOC tout à l'heure. C'est comme ça qu'on avance. Les entreprises... là aussi, il y a deux... on parlait de conception-réalisation, on parlait de maître d'ouvrage public, on parlait de maître d'ouvrage privé. Il y a différentes appréhensions de la démarche, et la variante peut être proposée différemment, déjà dans un cadre juridique ou pas. Mais la variante, bien évidemment qu'elle a un intérêt. Et le BIM facilite aussi cette notion de variante. Comme l'itération en phase conception, il est plus facile d'aller changer quelque chose, d'aller changer un mode de conception ou je ne sais quel article dans une maquette, et voir les incidences directes que ça a, que dans un plan 3D, on va dire oh, ouais, bah oui, je vais passer par là. Et puis mince, on tombe dans la poutre 3 mètres plus loin, on n'avait pas fait gaffe parce qu'on n'avait pas bien réfléchi ou qu'on ne l'avait pas visualisé correctement. Pierre Tonin, le BIM, c'est un outil pour varianter ou qui facilite les variantes ? Non ? Ça facilite certainement les variantes en matière visuelle, c'est-à-dire de voir à quoi ça correspond cette variante. Mais bon, je ne vous cacherai pas qu'une variante a surtout un aspect économique. Pas davantage. Voilà. Clémence Guinin, non plus. Non, c'est un outil numérique qui peut assister n'importe quel travail, que ce soit un travail de variante, un travail de conception, un travail de réalisation. Donc, j'ai pas forcément. Alors moi, j'ai une question. Tout à l'heure, on a évoqué les bailleurs sociaux, les promoteurs, les maîtres d'ouvrage publics. Effectivement, les promoteurs qui abandonnent, entre guillemets, leurs opérations à la livraison, est-ce qu'ils ont une bonne raison de recourir au BIM ? Bah oui, déjà pour fiabiliser la qualité de ce qui est produit.
les délais de ce qui est produit, pouvoir interagir aussi avec eux en réunion de coordination, les impliquer dans le projet. Enfin, il y a de multiples avantages. Après, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous demander le même niveau de DOE à la fin que si c'est quelqu'un qui va exploiter derrière. Je pense que là aussi, on est dans une phase de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de valeur ajoutée, on n'a pas valorisé le patrimoine numérique d'un bâtiment. Demain matin, le bâtiment aura un vrai patrimoine numérique. C'est-à-dire que si je ne retrouve pas de la valeur graphique, 3D, mais énormément de valeur data, parce qu'on parle beaucoup de... Quand on parle de BIM, on parle que de graphisme, beaucoup de 3D, mais il ne faut pas ignorer qu'il y a 60% de la valeur de la maquette, c'est du data. Donc demain matin, un bailleur privé ou public, ou un promoteur privé, par exemple, sa maquette sera valorisée si elle a une contenance numérique. Parce que l'exploitant aura plus de facilité à rentrer dedans, à chiffrer une maintenance, par exemple. Donc ça, c'est une valeur que pour l'instant, on ne valorise pas, mais demain, c'est une vraie valeur ajoutée, ce patrimoine numérique. Une petite question à l'architecte. Est-ce que le BIM, dont on comprend qu'il offre des nouveaux possibles, peut rendre les maîtres d'ouvrage, selon vous, encore plus exigeants à l'égard de la maîtrise d'œuvre et des architectes en particulier? Ils sont déjà, s'ils expriment une exigence, c'est parce qu'ils ont le souci de leur usager. Notre client, en fait, ce n'est qu'un intermédiaire. On pense au client de notre client, l'usager final. Si on parle de logement, bien sûr, notre client, ça va être le bailleur, mais derrière, c'est bien l'habitant. Donc, oui, dites. Je comprends que le client, en quelque sorte, s'approprie mieux le projet. Est-ce que ça veut dire qu'en termes d'architecture, il le comprendra mieux et qu'il peut avoir plus d'exigences? Non, c'est une vue de l'esprit. Non, on sent bien la montée en exigence. Là, par exemple, on a des clients multipropriétaires avec la désignation d'un cadre dont la mission va être de dégager 2% d'économie sur l'exploitation et la maintenance du parc immobilier. Ces objectifs qui sont... Comment on y parvient et comment le client va solliciter l'équipe de maîtrise d'œuvre pour atteindre ces objectifs d'échelle. Donc on voit bien l'intérêt de cette fameuse data, comme cette source gisement d'informations précieux qui va permettre de penser, par exemple, les consommations de chauffage ou des consommations énergétiques au sens large sur un bâtiment, mais aussi sur un ensemble immobilier et sur une échelle de temps bien plus grande. Donc on a de nouvelles exigences qui vont se révéler, qui vont se formuler. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais on sent bien des objectifs poindre, hein, et en face desquels il va falloir mettre des réponses structurées et bien plus puissantes que celles que l'on a aujourd'hui. Donc le changement est profond. Aussi, mais des exigences environnementales, c'est-à-dire que demain, on va vers le plus c'est moins, il va falloir pouvoir justifier de votre bâtiment, qu'est-ce qu'on pourra en faire dans 50 ans, comment on mesure son impact. Donc ça, c'est des vrais... Comme je parlais de patrimoine numérique tout à l'heure, c'est des vraies valeurs. Quelles sont les consommations, quelles sont les incidences sur une rénovation énergétique dans 25 ans, sur quelle est l'incidence d'une surépaisseur d'isolant sur la toiture. Si on peut le faire rapidement, sans relancer, et ben ça, c'est une vraie valeur numérique. Alors, je me tourne vers la salle. L'heure des questions est là. Monsieur. Je vais profiter. Tiens, je passe avant, je suis désolé. Impolitesse totale. C'est plus mon métier qui me fait réagir. Donc, au cabinet, on est spécialisé dans l'ingénierie constructuelle. On accompagne les maîtres d'ouvrage et on voit des tendances lourdes qui se concrétisent législativement sur la conception-réalisation. Et la conception-réalisation, c'est déjà quoi? C'est
le mariage entre le réalisateur et le concepteur. Et le BIM, qu'est-ce que c'est? C'est un mariage informatisé. C'est un mariage de dématérialisation et de coopération. Et aujourd'hui, tous les contrats globaux, et on le voit avec le Code de la commande publique qui va être publié là, le 9 décembre, enfin avant le 9 décembre, mais on le voit aussi déjà dans tous les marchés publics de performance énergétique, marchés publics globaux, les contrats de conception-réalisation, les contrats de conception, aménagement, entretien, maintenance. Ben voilà, le législateur dit, malgré le fait que normalement l'allotissement est la règle, et bien, il donne un certain nombre de dérogations pour pouvoir intégrer cette coopération ou forcer cette coopération déjà au niveau conception-réalisation. Et donc, on voit la transition énergétique qui en est. Et la loi Elan qui permet, puisqu'elle vient d'être promulguée, et elle permet sans autre justification de passer en conception-réalisation, donne déjà tous les ESH, tous les bailleurs sociaux, la possibilité de passer en conception-réalisation. Bon, sur le fond, on pourra en débattre, la même chose pour le concours, mais au moins, on voit cette tendance lourde-là, quoi. Et donc, les maîtres d'ouvrage, même si aujourd'hui ils sont peu armés, on voit que de toute façon, on les pousse à aller en ce sens-là, à réfléchir globalement. Et que si on veut réfléchir globalement, ben, il y a la maquette numérique qui est une réponse. Oui, je voulais juste réagir en fait sur le dernier propos. Je n'ai pas nécessairement de questions sur la partie environnementale, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question autour de ça sur la valeur en fait numérique. Alors on projette un peu les éléments, puisque là on parle plutôt de l'intérêt sur la conception, la réalisation, l'exploitation, maintenance des bâtiments. Mais on peut imaginer très rapidement en fait qu'une base de données elle vous donne la qualification et la quantification des matériaux en fait, et donc de votre patrimoine bâti. Et à partir de là, que vous allez avoir une capacité beaucoup plus facile à réfléchir sur, eh bien, quand on va démolir ou quand on va faire de la réa lourde, qu'est-ce qu'on fait de ces gisements en fait de ressources? Et donc, comment on structure à partir de là des boucles de revalorisation de matière. Voilà, donc c'est juste une réaction par rapport à ça. Il y a en phase conception, déjà, une réflexion qui est apportée ou qui va devoir être apportée de fait. Donc, il y a aussi là une démarche dans la phase conception un peu différente en disant... plus simplement on va faire en bois parce que c'est à la mode, ou voilà, il va y avoir une vraie réflexion et qu'on va pouvoir mesurer et chiffrer. On a tout un tas d'outils voilà, qui vont nous permettre ça. Pour aller dans le sens d'une économie circulaire, puisqu'il s'agit bien d'appréhender le bâtiment plutôt sur une échelle de temps bien plus grande en considérant ses cycles de vie. Je pense, pour répondre à votre question sur voilà, l'orientation, on va dire, des marchés globalisés, on peut aussi voir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, puisque le BIM permet une intelligence collective et une interopérabilité des différents acteurs, imaginer que des circuits courts puissent s'organiser entre partenaires PME qui, sur un territoire donné, se structurent, collaborent autour d'une data centralisée qui est le BIM, et donc développer une performance qui aujourd'hui est difficile à valoriser parce que évidemment il y a des interfaces qui ne sont pas réglées, il y a une capitalisation des différents savoirs dispersés qu'on ne peut pas mettre en avant, mais qui demain pourraient tout à fait être pertinents, quoi. Simplement, par le témoignage qui a été fait tout à l'heure, on voit que la distance, c'est plus forcément un problème, puisque je ne sais plus où il est. Il a réussi à travailler à Copenhague, c'est ça ? Il a réussi à travailler à Barcelone ou tout le monde en Espagne, alors que voilà, c'est un local de l'étape. Donc même pour des petites structures, et le tissu Sinov, c'est exactement ça, on est quand même des petites structures, on peut être pertinent parce qu'on a la compétence pour travailler à l'autre bout de la France ou à l'international. Donc on est en capacité, et on peut s'organiser pour peu qu'on soit formé et pertinent, à travailler sur des projets qui dépassent simplement notre région géographique. Je pensais là à un débat qui avait lieu la semaine dernière au Cri de Bois, donc à l'école d'ingénierie du bois, où il était question de valoriser une ressource locale qui est le hêtre. Et les industriels et les entreprises présentes
réfléchissez à la coordination de leurs forces, et de leur savoir-faire, de leur parc machine, de leurs compétences en interne, pour voir comment une ressource qui est aujourd'hui en panne dans les massifs forestiers, puisque les débouchés sont principalement orientés vers le chauffage et l'emballage, et donc l'export, comment cette ressource naturelle en abondance et en maturité localement pourrait trouver des issues industrielles en mutualisant des outils de production, notamment des centres d'usinage avec des fraisages à quatre orientations, et qui permettraient d'être en mode fédéré ou coopératif, pouvoir apporter des solutions constructives sur des dispositifs d'assemblage qui sont aujourd'hui élaborés dans les laboratoires et qui ne trouvent pas de débouchés parce qu'on a une force, disons, un déficit d'investissement sur les machines, et donc un décrochage de la chaîne de valeur entre les pôles académiques hyper sophistiqués que l'on a ici localement, une ressource qui est en maturité et qui ne trouve pas de débouchés sur le terrain. Donc on voit bien que la continuité numérique et l'intelligence qui aujourd'hui réside dans les cabinets d'ingénierie et d'architecture pourraient trouver tout à fait un fléchage et un atterrissage de solutions tout à fait pragmatiques et performantes sur les territoires à partir de richesses locales. Questions ou témoignages? Encore un? Oui, Antoine Cavelier, ça sera la dernière intervention. Juste, c'était un propos, je ne sais plus qui l'a tenu par rapport justement au fait que c'est bien qu'on puisse travailler à l'étranger. Il faut aussi qu'on fasse attention, je pense, avec ce développement à l'international, que ce ne soit pas aussi trop l'inverse, et que le bâtiment, qui était quand même une ressource non délocalisable en soi, parce que voilà, on travaillait quand même avec des agents de terrain, le devienne pas, et que finalement on se retrouve avec des bureaux d'études très loin, qu'on voit jamais, où on envoie une maquette qui nous renvoie l'info, et là c'est vos métiers à vous qui sont un peu dangereux. Alors je dis pas que c'est dans 5 ans, mais il faut quand même garder à cet esprit-là que à moyenne ou peut-être moyen ou long terme, il faut qu'on fasse attention à ça. BIM ou pas BIM, en fait, on aura toujours besoin de nous, et le meilleur des BIM pensés, s'il n'y a personne derrière, voilà, ça reste pour construire, on a quand même besoin d'humains autour de la table. Et ça, c'est le premier facteur de réussite, bien avant la maquette. Je pensais plutôt en termes de prestations intellectuelles, puisque le cyber, c'est ça. Le témoignage de Cyberfluid était très intéressant sur le fait qu'il ait travaillé en Norvège, mais du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un bureau d'études norvégien qui n'a pas travaillé sur ce produit-là. Oui. Danemark, pardon, qui peut être dans. Enfin, voilà. Donc, alors certes, c'était un projet un peu emblématique, etc. Mais je pense qu'il faut que vous fassiez attention, en tant que maître d'ouvrage à la limite, mais que vous fassiez attention à ce que finalement ce développement-là, du fait qu'on peut aller de plus en plus vite et travailler en allant de moins en moins sur le chantier, parce que c'est un peu ce que disait Cyberfluid, il disait, moi on s'est vu 2 fois, et puis c'est tout, on a fait le chantier, que du coup ça soit pas l'inverse, et qu'on soit pas pris, entre guillemets, par des bureaux d'études extérieurs, voilà, qu'on ne verrait jamais, qui n'auraient pas leur plus-value, et que du coup en termes de prestations intellectuelles, on soit qu'il y ait un peu un déficit par rapport à ça en France. Merci. C'était juste Merci à chacun de vous pour le traitement de ce sujet conception et chantier. Je vous laisse rejoindre votre place. Merci.